Il est 19h10, passé de quelques secondes ici à Paris. Bienvenue dans la semaine dans le monde. Nous revenons comme chaque vendredi sur les faits marquants de l'actualité de ces derniers jours. Nous en avons retenu au moins 4. Nous les commenterons ensemble tout au long de cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir cette semaine sur ce plateau Virginie Pironon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef à France Info. Vous avez été correspondante à Moscou entre 2005 et 2008. Bienvenue sur le plateau de France 24, à vos côtés, Laure Simoès, qu'on présente presque plus. Laure, merci d'être une fidèle à France 24, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Messieurs, Marc Semo, bonsoir à vous. Journaliste chargé des questions diplomatiques au Monde. Et puis Pierre-Antoine. Rédacteur en chef adjoint. Rédacteur en chef adjoint. On va mettre nos fiches à jour. Idée débat. Très bien. Idée débat. Je le note et on va mettre ça à jour. Et puis Pierre-Antoine Donnet, bonsoir à vous. Alors on va vérifier ensemble. Rédacteur en chef pour l'AFP. Vous avez été correspondant pour l'agence en Chine. Vous êtes notamment l'auteur de cet ouvrage Chine, le grand prédateur, aux éditions de l'Aube. Un ouvrage publié en 2021. J'ai tout bon ? Oui, absolument. Bienvenue à tous les trois. Contente de vous avoir aujourd'hui. Je vous le disais, donc on a retenu au moins 4 thèmes d'actualité. D'abord, les États-Unis, 3 lettres dotées de toute puissance. La NRA, l'organisation américaine, tient ce vendredi sa convention annuelle dans l'État américain du Texas, à Houston précisément, non loin d'Uvalde, cette petite ville devenue tristement célèbre il y a 3 jours parce qu'un adolescent ouvrait le feu dans une école. 21 personnes ont été tuées par balle ce jour-là, 19 jeunes enfants, 2 enseignantes. Un nouveau drame qui relance une énième fois le débat sur la régulation des armes à feu. Marc Semo, la douleur des familles est encore vive et pourtant la NRA a maintenu cette convention annuelle. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'indécence dans ce choix ? Il y a une forme d'indécence, incontestablement. Mais il faut voir que c'est à la fois une tragédie nationale, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2020, il y a eu 4300 jeunes de moins de 20 ans, de 20 ans à moins de 20 ans, tués dans des échanges de tirs aux États-Unis, ce qui est monstrueux. 45 000 personnes sont mortes par arme à feu, alors, dont 24 000 suicides avec des armes à feu. Donc c'est un phénomène, effectivement, profondément raciné dans la société américaine. Et oui, la NRA continue à marteler toujours le même message. Le problème, ce n'est pas les armes, c'est ceux qui les utilisent. Le problème, alors, en partie, on voit par exemple des pays comme la Suisse, où il y a un service citoyen, les gens qui sont réservistes de l'armée ont les armes chez eux. On n'a pas souvent des massacres avec des armes à feu en Suisse. Donc la société américaine, c'est quelque chose de plus complexe. Les raisons de ces violences. Mais le fait est là, et surtout ce qui est aberrant, c'est que l'on puisse se procurer des armes de guerre. Aussi facilement. Que l'on puisse se procurer des munitions. Le jeune qui a tué à Buffalo avait utilisé des balles perforantes. On peut trouver non seulement des munitions, mais y compris les munitions les plus dévastatrices qui soient. Donc c'est évident que c'est un problème. Il y a une indécence absolue de la NRA de faire effectivement son congrès. Alors la société qui a fabriqué le fusil d'assaut qui a été utilisé à Uvalde, elle a préféré s'abstenir. Daniel Defense qui a préféré renoncer à participer. Virginie et puis Marc Semo venait d'évoquer quelques chiffres. L'un qui nous a particulièrement fait froid dans le dos, 900 fusillades en milieu scolaire sur ces 10 dernières années. L'histoire se répète inlassablement aux États-Unis. Et pourtant, encore une fois, un lobby comme la NRA a les mains libres. Et ces tueries, elles vont crescendo, vous le disiez, 900 depuis une dizaine d'années. Et cette année, 38 depuis le début de l'année et visant des enfants particulièrement. Alors en effet, la NRA a décidé de se réunir envers et contre tout, j'ai envie de dire. Sachez quand même qu'au moment de la tuerie de Columbine, il y a 20 ans, la NRA avait son congrès 10 jours après. Et à ce moment-là, ils avaient annulé. Là, on est 3 jours seulement après, encore dans l'émotion. Et cette fois-ci, ils ont décidé malgré tout de tenir leur congrès avec Donald Trump en guest star qui va aller inaugurer ce soir sur place ce congrès qui va durer 3 jours. Il y a 50 000 personnes qui sont attendues sur place. Et au Texas, ce soir, il y a quand même des gens qui ont été manifestés devant des associations hispaniques, des associations également d'enseignants qui refusent ce que les républicains, le discours qu'ils ont pu tenir depuis la tuerie, à savoir... effectivement, les fautifs, ce ne sont pas les armes. Il y a une phrase incroyable qu'on a eue ce matin dans un reportage de France Info d'un républicain sur place au Texas qui disait « Ce qui tue, ce ne sont pas les armes. Ce ne sont pas les armes qui tuent, ce sont les gens qui tuent. »
Et des fous, des actes isolés. Exactement, des loups solitaires, des déséquilibrés. Ils refusent de voir ce que nous, en France, on a du mal à comprendre un petit peu cette mentalité. Pour nous, ce qui tue, effectivement, ce sont les armes. Et effectivement, dans le milieu scolaire, ça continue et on a l'impression qu'on tourne rond aux États-Unis. Parce qu'il y a eu Sandy Hook il y a une dizaine d'années. Après, il y a eu Parkland avec les prises de parole de ces lycéennes, on s'en rappelle. Et finalement, rien ne change, rien ne se passe. Et dans beaucoup d'écoles, quasiment 9 sur 10, il y a des exercices de quoi faire au cas où. Ce qui prouve quand même à quel point c'est devenu quelque chose de prégnant, de quotidien. Il y a en moyenne aux États-Unis 118 morts par jour par arme à feu. Par arme à feu. Pierre-Antoine Donnet, alors qu'une école, on l'imagine comme un sanctuaire, on confie nos écoles, on confie nos enfants à ces écoles, on les imagine à l'abri. Et là, la NRA ou même d'autres politiques américains proposent même d'armer les enseignants. Jusqu'à quel point cette organisation pro-armes peut-elle rejeter toute forme de responsabilité dans ce qui se passe aux États-Unis? Je pense vraiment qu'on a atteint un tel point d'obscénité et comme vous le disiez, effectivement d'indécence que, franchement, je suis convaincu qu'un jour, il y aura une réaction. Et le président américain Joe Biden s'en est saisi de façon cette fois-ci très ferme et il est tout à fait décidé à faire en sorte que la NRA soit vraiment combattue jusqu'au bout. Sauf qu'il a bien du mal, à chaque fois, ce sont les institutions qui freinent, et notamment le Congrès. En 2021, une proposition de loi avait été votée à la Chambre des représentants pour réguler, pas encore une fois, interdire les armes à feu. Je maintiens la nuance parce que c'est le deuxième amendement et que c'est sacré selon les Américains, mais la régulation, et ça a été bloqué par le Sénat, Virginie Poronon. C'est toujours ce qui se passe, finalement. On dit que rien ne se passe parce que le problème, il est politique. C'est que tant que ça passera jamais devant le Congrès, en fait, les démocrates n'ayant pas la majorité, ça sera retoqué. Et à chaque fois qu'on essaie de faire passer une loi pour réguler, pas interdire, parce qu'aux États-Unis, ça serait difficile, finalement, c'est retoqué avec le risque, in fine, que ça soit de toute façon retoqué par la Cour suprême parce que ça serait peut-être anticonstitutionnel, étant donné que c'est inscrit dans la Constitution. J'aimerais vous faire réagir à une déclaration, à un vibrant plaidoyer de la part d'un sénateur démocrate, Chris Murphy, élu du Connecticut, là même où en 2012 il y avait eu la tuerie de Sandy Hook. On va l'écouter et on se reparle juste après. Je suis ici pour supplier, pour littéralement me mettre à genoux et supplier mes collègues. Trouver un moyen d'avancer, travailler avec nous pour trouver un moyen d'adopter des lois et rendre ce genre de situation moins probable. Ça n'arrive que dans ce pays, nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, les enfants vont à l'école en pensant qu'ils se feront peut-être tirer dessus aujourd'hui. Nulle part ailleurs. Est-ce qu'on est face à une particularité, à une exception américaine? Marc Semo? Je pense que oui. Mais justement, les raisons sont très complexes. Où on retrouve sur cette question des armes, c'est pas rassurant, l'extrême polarisation de la société américaine aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on est d'une certaine façon au bord d'une nouvelle guerre de sécession, alors métaphoriquement, c'est-à-dire où il y a deux Amériques. Il y a celle, pour faire simple, des deux côtes, celle de l'Est, celle de l'Ouest avec la Sans clivage politique, républicain-démocrate, mais plutôt géographique, c'est ce que vous faites comme distinction? Le clivage républicain-démocrate devient aussi géographique. De fait, il y a les États où les démocrates sont majoritaires, et puis les États, cette espèce de corps central des États-Unis, républicains, où, le deuxième amendement, c'est sacré, avoir des armes, c'est normal, le meilleur moyen de se protéger, c'est d'avoir soi-même une arme, etc., etc. Et c'est une société qui, effectivement, est dans une spirale de violence croissante. Et on peut craindre qu'à un moment, ce qui ne s'est pas passé vraiment jusqu'ici, cette violence, au-delà de fous psychiatriques ou de dingues suprémacistes, comme on l'a vu à Buffalo, il y a aussi des affrontements politiques, à un moment ou à un autre. Dans une situation où, effectivement, il y a cette polarisation, où l'écrasante majorité des électeurs de Trump pensent qu'on lui a volé l'élection, etc. etc. Pierre-Antoine Donnet, vous voulez réagir? Moi, je retiendrai juste un détail épouvantable, c'est que l'époux de l'une de ces deux enseignantes a fait une crise cardiaque. Il est mort. Et ses enfants ont dit qu'en fait, il avait son cœur brisé.
il n'y a pas survécu à... Et pourtant, encore une fois, c'est ce qu'on disait, la douleur des familles est encore très vive. Ce congrès se tient dans tous les cas. Virginie Pironneau, on avait un intervenant sur ce plateau il y a quelques jours qui expliquait aussi, sans justifier, sans expliquer, sans tenter de justifier ce qui s'est passé, mais que cet adolescent à 18 ans, il est à peine plus âgé que ses écoliers, en décrochage scolaire, il avait quitté l'école, mais elle expliquait aussi qu'on pouvait... expliquer la folie peut-être de certains par le manque d'accompagnement social et psychologique dans les écoles. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus là-dessus? Il n'y a plus d'assistante sociale, il n'y a plus de conseillère d'orientation, il n'y a plus de conseillers pour tenter de déceler des comportements qui peuvent être à risque. Lui, il n'était plus scolarisé, mais Parkland, c'était un élève du lycée qui avait ouvert le feu sur ses camarades. En effet, cet élève-là, en particulier pour Uvalde, n'était plus scolarisé. Il avait quitté l'école il y a quelques mois, je crois. Et il passait ses journées à jouer, enfermé dans sa chambre. Il vivait chez sa grand-mère parce qu'il s'était fâché avec sa mère qui souhaitait justement qu'il retourne à l'école. Effectivement, au-delà du problème des armes, on voit qu'aux États-Unis, il existe en ce moment probablement un problème de suivi de ces jeunes qui sont déscolarisés et finalement qu'on n'arrive pas à repêcher, qu'on n'arrive pas à remettre dans le système. Et cet enfant, je parle d'un enfant, il avait 18 ans, il était encore très jeune, visiblement pendant son parcours scolaire, il a été martyrisé. Il était moqué par ses camarades parce qu'il était bègue. Bègue, il s'exprimait pas très bien, il avait très peu d'amis. Et quelques mois avant la tuerie, son meilleur ami est parti. Donc on peut imaginer que pour lui, ça a été un choc. Il s'est retrouvé un petit peu seul, renfermé sur lui-même. Il avait pris un petit boulot, je crois, dans une sorte de cafétéria, voilà, un fast-food. Il travaillait là-bas, son employeur a dit qu'il était très renfermé sur lui-même et finalement on sent que ce jeune était parfaitement isolé. S'il avait pu être suivi, accompagné, peut-être remis sur des rails par un accompagnement comme on peut le voir en France ici, ça existe, hein, vous êtes déscolarisé, vous avez les écoles de la seconde chance. Et c'est souvent, c'est vrai, ce type de profil de tueur qu'on retrouve. Parkland, c'était pareil, il me semble, et Sandy Hook, c'était la même chose. Laure, Simoes, j'ai envie de vous dire, est-ce que les illustrateurs ont été, pas inspirés, mais en tous les cas, sont parvenus à mettre cette effroyable tuerie de l'école Robb d'Uvalde en perspective? Oui, beaucoup, en masse. On en a fait notre édito de la semaine sur notre site internet. Donc, vous pourrez voir un petit échantillon de la masse de dessins qu'on a reçus autour de cette affaire. Je vais vous en présenter 4 pour ce soir. On va commencer avec un premier dessin du dessinateur belge Coste, qui est fantastique. J'espère, voilà, on le voit. Qui est fantastique. Il a quelque chose de dérangeant un peu dans son angle de vue parce qu'il nous place à la place du tueur, hein, d'une certaine façon. On est un petit peu dans la peau du tueur. Et puis évidemment, le détail qui n'en est pas un, vous l'aurez vu, c'est l'enfant à la place de la balle dans le barillet du revolver. Il y a quelque chose de... Voilà, un style naïf qui contraste beaucoup avec l'horreur de la tragédie parce que quand on touche aux enfants, c'est l'innocence qu'on tue. Hein, donc c'est terrible. Ce deuxième dessin du dessinateur argentin Bex, qui reprend, hein, on retrouve toujours ce même décalage et ces mêmes idées. Alors là, on voit carrément, il fait une prédiction, c'est que les écoliers vont désormais devoir partir à l'école avec un gilet pare-balles pour se protéger. On parlait tout à l'heure effectivement de certains Américains qui préconisent que les professeurs s'arment eux-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez. Ça existe déjà, oui. Ça existe déjà, sans doute. On a ce troisième dessin du dessinateur français Rodot, justement sur le lobby des armes aux États-Unis. S'il y avait moins d'établissements scolaires, il y aurait moins de tueries. Ah ben c'est d'une logique évidemment accablante. Hein. C'est surtout qu'il y aurait encore plus d'imbéciles pour commettre ces horreurs. Donc ce serait dommage. On voit là le prototype, n'est-ce pas, du membre de la NRA avec tous les attributs nécessaires. Et puis pour terminer, un dessin du dessinateur américain Ed Hall, La faute à qui, justement à l'inaction. Vous voyez ces taches de sang comme ça sur les marches du Sénat, ces taches de sang comme ça qui, au fil des horreurs et des tueries, on a à peine eu le temps de se remettre de la tuerie de Buffalo que celle-ci arrive. La faute à qui? À l'inaction, effectivement. Et on a déjà tout dit sur la difficulté pour les États-Unis de régler une bonne fois pour toutes ce problème. Et on se dit que c'est changer de législation. Incroyable.
Un autre titre qui a évidemment concentré l'attention de cette semaine, ce sont ces preuves vertigineuses de ce qu'est la répression des Ouïghours. 100 000 fichiers informatiques piratés, des données contenues dans les ordinateurs de la police de 2 cantons du Xinjiang en Chine, les photos de prisonniers enchaînés, frappés, on va en voir peut-être quelques-unes. La plus jeune des détenus présentée à tout juste 14 ans, des camps d'internement présentés par les autorités chinoises comme des centres de formation professionnelle, des révélations pour le moins embarrassantes pour Pékin au moment où Michelle Bachelet était en visite dans le pays. Michelle Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme pour les Nations Unies. Pierre-Antoine Donnet, lorsque vous avez vu ces images, vous qui avez été correspondant de l'AFP en Chine, est-ce que déjà ça a été une surprise ou est-ce que on le savait, ce sont simplement des preuves en plus s'il en fallait encore du sort réservé aux Ouïghours? Je vais vous dire non, ce n'était pas une surprise du tout. Pour la simple raison que cette répression, le laboratoire a d'abord été le Tibet. L'armée populaire de libération a envahi le Tibet. Une libération pacifique, avait bien déclaré la propagande chinoise à l'époque, en octobre 1950. Et depuis 1950, il s'est passé ce qui se passe aujourd'hui au Xinjiang. Xinjiang qui était autrefois le Turkestan oriental, qui était un pays indépendant, je le souligne. Eh bien, au Tibet, c'est pareil. Internement de masse, torture, viol collectif, stérilisation, en fait, donc plusieurs marqueurs de ce qu'est un génocide. Et ensuite, en ce qui concerne le Xinjiang, donc le Turkestan oriental, il y a une espèce de réplique de ce qui s'est passé au Tibet. Pourquoi la Chine essaie, Marc Semo, de supprimer, d'éradiquer certaines, ce qui est présenté comme des minorités, les Tibétains, les Ouïghours, les Kazakhs? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument... Pourquoi ces minorités encore une fois, sont-elles une menace? D'abord parce que ce sont des minorités dans des zones frontières qui n'étaient pas la Chine. Le Tibet a été annexé par la force. Le Xinjiang, alors c'était ambigu, parce qu'au moment de la République chinoise de Sun Yat-sen, on avait promis une très large autonomie à ce qui était le Turkestan oriental, ce qui n'a pas été donné. Et ce sont aussi en majorité, donc c'est des turcophones et musulmans. Et dans un cas comme dans l'autre, comme ce sont des régions frontières, comme ce sont des régions stratégiquement importantes, il y a cette volonté d'une assimilation forcée des populations, que ces populations ont refusé, elles résistent, et donc il y a cette politique de reprise en main très très forte. Ce qui est nouveau là, c'est l'ampleur de cette répression qui est sans équivalent. Ça porte sur des millions de personnes. Et longtemps, les Chinois ont dit non, c'est des centres de rééducation, etc., etc. Ces documents, alors ce n'est pas une énorme surprise, celui qui les a diffusés, l'anthropologue Adrian Zenz, qui est une référence en la matière, ensuite ils ont été expertisés, on le savait, mais ça montre au quotidien ce qui se passe, c'est-à-dire les pressions, on donne aux policiers la possibilité de tirer sans sommation, voire de tirer tout court. On voit les photos, de s'enfuir de ces centres. On voit absolument tout en détail comment fonctionne cette espèce de laminoir qui, effectivement, a tous les ingrédients d'un génocide, ou du moins d'un génocide culturel, c'est-à-dire de éradiquer totalement cette minorité turcophone. Alors, c'est extrêmement embarrassant, parce que s'il y a génocide, les Américains sont très ambivalents quant au mot. Ils parlent de génocide, comme la France qui a été le 8e à le reconnaître. Oui. Voilà, il y a des conséquences au niveau du droit international, au niveau de la manière de considérer la Chine. Et les mots que l'on voit d'ailleurs que les Chinois revendiquent, le secrétaire du Parti communiste chinois pour le Xinjiang, qui avant était d'ailleurs au Tibet, Chen Guangzhou, dit qu'il faut éradiquer totalement, détruire ces séparatistes violents et ces personnes religieusement à double face, ces personnes religieuses à double face, à savoir des traîtres. Donc il y a une politique totalement assumée de la part des autorités de Pékin vis-à-vis de ça. Et pourtant, Pékin qui continue de démentir, malgré la diffusion de ces images qui parlent de diffamation à son encontre. Cette espèce de visite bidon de Michelle Bachelet, qui est une personne éminemment estimable, l'ancienne présidente chilienne, en tant que haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Mais bon, voilà, c'est une visite complètement artificielle. Alors cette visite, justement, parce que ces éléments ont été diffusés pendant sa visite de 6 jours, Virginie Pironon ne s'est rien passé. Elle savait, Michelle Bachelet, qu'elle allait être encadrée, accompagnée, que cette visite serait totalement verrouillée, pas de conférence de presse. Pourquoi y être allée finalement ? Elle savait, mais elle a travaillé ça pendant des années. Ça fait des années que le commissariat aux droits de l'homme
des Nations Unies voulait aller là-bas. Ces équipes ont bossé, je crois, plus d'1 mois. Alors, à 4000 km de la région. Donc, c'était assez loin. Donc, les ONG ont averti dès le départ en disant « Attention, ça va être effectivement une visite Potemkin. Elle ne va rien voir sur place. Ou alors, elle va voir ce que les autorités chinoises ont déjà montré à des journalistes étrangers qui vont dans des voyages organisés comme ça, visiter des centres de rééducation parfaits où on voit des gentils Ouïghours très bien rééduqués qui chantent et dansent et qui chantent, qui dansent, voilà, et qui vont bien, qui ont le sourire. C'est une sorte de paradis. Exactement, voilà. Donc ça, elle le savait, mais alors, il y a un rapport, je crois, de sa part qui est attendu depuis déjà des mois. Oui. Et ce rapport est prêt, il sera publié donc après sa visite. Et je pense que c'est à l'aune de sa visite en Chine et de la publication de ce rapport qu'on pourra juger de l'action de Madame Bachelet sur place. Et on n'est même pas certain de la publication de ce rapport qui a quand même été rédigé depuis un certain temps. Pierre-Antoine Donnet, pourquoi? Est-ce que c'est aussi parce que, on le rappelle, la Chine a un pouvoir de nuisance et de puissance au sein des Nations Unies. Il y a un droit de veto, elle siège dans de nombreuses organisations. Donc en gros, elle est intouchable. Oui. Et si vous voulez, d'abord revenir sur l'entreprise d'assimilation du Xinjiang, donc l'ancien Turkestan oriental. Vous savez, les Han, donc les Chinois de souche, évidemment, ne sont pas complices. C'est les autorités chinoises qui organisent tout ça. Mais ces autorités-là disent qu'en fait, ils apportent la civilisation chez des barbares. C'était le cas déjà chez les Mongols, déjà sous la dynastie des Qing. Ensuite, ça a été le cas au Tibet et maintenant au Xinjiang. Donc pas seulement depuis Mao, ça remonte à... Oui, ça remonte à bien avant. Et encore une fois, je ne fais pas l'amalgame entre la direction communiste chinoise et le peuple chinois qui, lui, n'a jamais été consulté. Alors, cette répression à l'égard impitoyable à l'égard des Ouïghours et d'autres minorités ethniques turcophones, effectivement, par exemple, les Kazakhs ou les Ouzbeks, elle a commencé en 2015. Donc ça fait déjà 6 ans. Et qui en est l'architecte? C'est Xi Jinping. C'est lui-même. Et comment l'a-t-on su? C'est parce que je me souviens, en novembre 2019, le New York Times a publié un article extrêmement détaillé qui reposait sur des documents officiels chinois qui avaient fuité et qui démontraient par A plus B que l'architecte en chef a été Xi Jinping. À l'époque, ils pensaient que ça ne se saurait pas. Eh bien, ça s'est su. Et maintenant, ça éclate partout. C'est pour la Chine un embarrassement terrible pour le peuple chinois, qui, encore une fois, n'a rien eu à dire là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'il ne se soulève pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de manifestation? Est-ce que c'est parce que le régime les terrorise? Oui, la réponse est sans doute dans ma question. C'est un système de terreur absolument, pareil, absolument. que ce soit au Xinjiang, que ce soit à Pékin. C'est la prison. Il y a les caméras de reconnaissance faciale. Voilà. Je vais prendre un exemple très simple. À Moscou, dans les dernières années du communisme, on pouvait ouvrir le robinet de l'hôtel et parler à un copain dissident, on n'entendait rien. Exactement. On pouvait aller au parc. Là, vous avez des caméras de surveillance partout. Il y en a à peu près tous les 15 mètres dans les parcs de Pékin. Dès le moment où vous sortez de chez vous, on sait avec les autorités savent avec qui vous êtes, savent ce que vous lui dites, etc. C'est un régime de terreur absolu. Et on voit là, justement, par moment, alors non pas sur les Ouïghours, mais par rapport aux restrictions imposées par la lutte contre le Covid-19, des gens qui se soulèvent, des manifestations. Et c'est sans précédent. Et en même temps, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a une fragilité du pouvoir chinois et de Xi Jinping que l'on n'imagine pas. Il y a encore quelques mois, il est en train de se fissurer. Sa réélection est acquise lors du congrès du parti prévu pour le 20e novembre. Voilà. Maintenant, c'est moins évident. Le Premier ministre dit non. Il y a eu des graves erreurs qui ont été faites au niveau de l'économie, ça ne marche pas, notre économie est morose, etc. Donc, mais ce qui est étonnant dans ce que vous dites, c'est que finalement, ce ras-le-bol, passez-moi l'expression en tout cas de la population chinoise, c'est parce qu'il y a eu d'énormes restrictions lors de la crise sanitaire, la crise du Covid, plus que le sort réservé aux Ouïghours. Vous l'avez effectivement souligné. D'abord, sous ces caméras de reconnaissance faciale, quand mon livre est sorti en août 2021, oui, c'est ça, il y avait 400 millions de caméras à reconnaissance faciale. Dans le Xinjiang seulement? Non, dans l'ensemble du territoire. Maintenant, il y en a plus de 800 millions. Donc, le nombre de caméras a été doublé en l'espace de moins d'1 an et demi. C'est absolument terrifiant. Et alors, pour ce qui s'agit du Premier ministre Li Keqiang, on ne le voyait plus depuis des mois.
Et d'un seul coup, il surgit. Pour dire quoi? Pour dire l'économie chinoise est en lambeaux. La prévision officielle de la croissance du PIB chinois est de 5,5%, ce qui est déjà un record de baisse depuis des décennies. Ils n'arriveront pas à faire 3%. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la perspective d'une crise sociale. Et c'est ça que le Parti communiste chinois redoute le plus. Ils se sentent menacés. Puisque vous parliez des raisons justement sur le fait que les autorités voulaient s'imposer dans le Xinjiang, il y a aussi, vous parliez des raisons économiques, c'est 3 fois la France en superficie et il y a plein de ressources. C'est là que se trouve le pétrole, tout à fait, le gaz, les métaux rares, le charbon, oui. Et c'est sur les nouvelles routes de la soie exactement. Qui sont une porte d'entrée pour les promues routes, en ce moment par le pouvoir. Oui. Mais est-ce que c'est incompatible d'exploiter les ressources que propose la province du Xinjiang et laisser une communauté vivre sa foi comme elle l'entend? Pourquoi est-ce que ce serait incompatible? Est-ce que les Ouïghours avaient des prétentions politiques, des ambitions politiques dans la province? Ouïghours important depuis très longtemps, Oui, oui. qui demande, sinon l'indépendance, au moins une très large autonomie et le respect des engagements qui avaient été pris à l'époque de la République de Chine, donc de Sun Yat-sen après, au début du XXe siècle. Donc il y a ce mouvement. Ensuite, les Ouïghours, ce sont des Turcs, ce sont des turcophones, mais qui parlent une langue d'ailleurs très proche du turc, qui ont énormément de relations avec le reste de l'Asie centrale turcophone et avec la Turquie. Donc pour la Chine, c'est quelque chose qui est une menace justement compte tenu de ces enjeux qui sont à la fois stratégiques et qui sont à la fois économiques de réserve. Donc le pouvoir chinois n'a jamais brillé par sa subtilité. On l'a vu à Hong Kong, où en faisant la mise au pas qu'ils ont fait à Hong Kong, ils ont torpillé toute possibilité un jour d'arriver à un compromis sur Taïwan. Ben, voilà, ils utilisent les mêmes méthodes comme ils ont fait au Tibet, comme vous le disiez effectivement, aujourd'hui dans le Xinjiang, en utilisant aussi le prétexte du terrorisme, parce qu'évidemment, il y a une partie minime de la communauté ouïghour qui, pour des raisons que l'on peut en partie comprendre, est tentée par le terrorisme. Ce terrorisme, effectivement, il a existé. Maintenant, il a absolument éradiqué. Mais il a existé pourquoi? Parce que ce sont des gestes de désespoir. Alors, je voudrais rajouter une chose, c'est que quand on a commencé à savoir ce qui se passait, eh bien, la quasi-totalité des pays arabes n'ont rien dit. Rien. Silence total. Et l'Égypte a même expatrié certains étudiants d'Al-Azhar. Tout à fait. Et là, le Maroc, récemment aussi, avait menacé de faire pareil. Et pourquoi? C'est parce que ces pays arabes, pour la plupart, sont dépendants sur le plan économique de la Chine. Ils ont un nœud coulant autour d'eux. Ils ne peuvent rien dire. Mais ça commence à changer là aussi. Et un dernier point là-dessus. Et un dernier point, je te donne la parole, Laure. La Turquie elle-même de Recep Tayyip Erdogan, qui au début avait dénoncé le génocide ouïghour pour des raisons de géopolitique et économiques, de lien avec la Chine, est disons devenus, ils ne peuvent pas ne rien dire, mais sont devenus beaucoup moins vocales là-dessus. Et disons que les dissidents qui se réfugient en Turquie sont désormais moyennement les bienvenus. Laure, vous avez la parole. Prenez-la, saisissez-la vite. Je vais vous montrer 2 dessins là-dessus. Un premier dessin du dessinateur français Mr. T, qui imagine la visite de Bachelet en Chine, Michel Bachelet en Chine. Ce n'est pas un génocide, dit Xi Jinping, c'est une épuration spéciale en réutilisant évidemment la rhétorique désormais familière de M. Poutine. Vous voyez même qu'il y a une table un petit peu similaire qui rappelle une autre table. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce dessin, évidemment, c'est tout le halo d'obscurité justement qu'il y a autour. On cache, on ne voit pas, etc. On voit même pas les 2 personnages, mais on les devine par contre très bien. Très intéressant ce dessin. Et puis cet autre dessin du dessinateur français Rodot, dans un traitement, on va dire, un peu plus satirique, mais c'est plus ou moins la même chose. La Chine se défend de maltraiter les Ouïghours. Tout le monde aura reconnu Xi Jinping qui dit à Madame Bachelet, nous vérifions qu'ils ne soient pas nazis. Évidemment, ils ont bon dos, les nazis. Enfin, c'est celui qui dit qui est, moi je dis. Merci beaucoup, Laure. On en rit, mais c'est tragique. Oui. Oui, mais parfois on peut même passer du rire aux larmes. Oui, il le faut, c'est salutaire. Oui.
Justement, je rebondis sur le dessin, parce que vous faisiez référence à cette opération spéciale agitée par toute fête. Vous m'avez aidé, Laure, merci beaucoup, parce que le troisième thème de cette semaine, ce n'est pas juste la guerre en Ukraine, c'est une guerre en Ukraine qui s'est installée dans le temps, 93e jour d'affrontement. La Russie qui concentre maintenant ses forces, surtout dans le Donbass. Est-ce que la Russie de Vladimir Poutine est en train de la perdre, cette guerre, Marc Sémon? Eh bien, parce qu'on l'avait prédit clair. Absolument, je pense que oui. Enfin, les Ukrainiens, en tout cas, sont convaincus qu'ils sont en train de la gagner. Ensuite, c'est plus compliqué. Bon, c'est évident que ce qui devait être l'opération éclair du début a complètement raté. Aujourd'hui, on est rentré dans une guerre type Deuxième Guerre mondiale, au niveau, je parle de la stratégie militaire, où ils pilonnent. Comme le disait Volodymyr Zelensky au sommet de Davos, on est en train de détruire totalement toute une partie de l'Est de l'Ukraine. Alors, à ce rythme-là, effectivement, les Russes avancent. Mais ils avancent très lentement. Et le temps, je pense, joue contre Vladimir Poutine, parce qu'entre-temps, les Occidentaux jouent le jeu de ce point de vue-là, notamment les Américains, les Britanniques, en envoyant massivement des armes, y compris des armes lourdes à l'Ukraine. Donc on peut imaginer qu'entre ces armes qui arrivent, le fait que c'est une guerre d'attrition terrible où énormément de matériel et d'hommes d'ailleurs sont détruits. Les Russes ont perdu, selon les estimations des experts occidentaux, quasiment 25% des 160 000 hommes qui étaient engagés dans l'opération au début. Perdus, pas nécessairement tués, mais tués, ils abaissent prisonniers, l'âge d'engagement pour les soldats. Donc, les sanctions se pèsent aussi sur l'économie russe. Donc, on voit qu'ils ont du mal à reconstituer des armements assez sophistiqués parce qu'il manque de semi-conducteurs, etc. Alors, donc tout ça mis bout à bout fait qu'on peut imaginer que le temps, en effet, joue contre Poutine et pour l'Ukraine. Et est-ce que les pays alliés, les Occidentaux, qui fournissent une aide logistique, militaire, financière à ces pays, Virginie, finalement n'expriment pas une forme de lassitude et finissent par détourner le regard de ce qui se passe en Ukraine, même si c'est une guerre aux portes de l'Europe, on le sait. C'est pas le cas pour l'instant, parce qu'on a vu que les États-Unis, à plusieurs reprises, ont accordé une aide financière et militaire à l'Ukraine, donc je ne pense pas que ça soit le cas pour l'instant. En revanche, sur la guerre, ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est que effectivement, la Russie a donc repositionné le combat, en tout cas concentré ses forces dans l'est de l'Ukraine. On est quand même en train de commenter la carte. Voilà, je suis en train de regarder cette carte, effectivement, qu'on a sous les yeux. On est en train d'assister à une stabilisation du front, et ça peut durer quand même longtemps. Parce que les Ukrainiens sur place, eux, étaient déjà bien armés, les troupes étaient entraînées dans cette partie du pays. Rappelons qu'ils sont quand même en guerre depuis 2014. Et ce qu'on est en train d'observer aussi en ce moment, et qui est très intéressant, c'est comment la Russie et les autorités russes sont en train de prendre pied maintenant dans les territoires occupés. Par exemple, dans la ville de Kherson, qui est donc passée, on le voit sur la carte, sous contrôle russe, ils ont commencé à instaurer le rouble sur les marchés, à faire payer les gens en roubles. Les administrations, maintenant, sont passées sous drapeau russe. On a démonté, effectivement, c'est le trident, le symbole de l'Ukraine, jaune et bleu. Il a été démonté sur toutes les administrations. Ils ont mis en place des hommes forts côté russe. Et ils veulent maintenant développer le commerce avec la Crimée. Ils sont en train de refaire les routes, ils sont en train de commencer à refaire les rails également. Voilà, ils sont en train de s'implanter vraiment durablement. Donc ça augure. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois prochains? Est-ce que le Donbass va finir par passer définitivement sous l'égide des Russes? Ça, on ne le sait pas encore, mais ça pourrait malheureusement venir. C'est ça, mais prendre le contrôle de ces territoires, est-ce que ça veut forcément dire être en capacité de les administrer? Est-ce que les populations vont se laisser faire, même s'il y a des pro-russes dans ces régions-là? Est-ce qu'il peut y avoir une forme de résistance? Dans ces régions-là, elles ont résisté vaillamment. Au début, on l'a vu à Mélitopol, on l'a vu à Kherson, avec des populations qui sont descendues dans la rue, qui ont manifesté. Ils n'avaient rien, ils avaient des parapluies face à des chars russes, ils les faisaient parfois reculer. Maintenant, je pense qu'on est passé à autre chose, en tout cas dans ces territoires-là. Ils n'auront plus les moyens de s'opposer autant. Et le vrai risque, c'est plutôt maintenant que l'on dise, ce qu'il ne s'agit pas, finalement, d'arrêter d'alimenter cette guerre, qu'une partie des Occidentaux, parce qu'il y a une profonde division. Henry Kissinger a dit il y a quelques jours, il appelait le président ukrainien à céder une partie des territoires pour obtenir la paix. Il est quand même assez vieux, et c'est 99 ans. C'est absolument ce que disait aussi l'un de nos invités. Mais aujourd'hui, c'est une vraie parole américaine. Entre d'un côté les Français, les Allemands et les Italiens, voire les Espagnols, un peu la vieille Europe, qui pensent que il faut arrêter d'alimenter la guerre à un moment ou à un autre, pour arriver à la table des négociations et faire des concessions. Et en revanche, les États-Unis, les Britanniques,
les Polonais, les pays de l'ex-Est, Baltes, ouais. qui pensent que les Baltes, qui étaient notamment les premiers menacés, et qui pensent que c'est l'occasion ou jamais d'infliger une défaite à Poutine avec toutes les conséquences qui pourraient en découler. Donc ce tiraillement entre les Occidentaux risque de devenir de plus en plus fort, et c'est ça un des risques pour le futur. Pierre-Antoine Danet ? Moi, je voudrais rajouter que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui dépasse très largement les frontières de ce pays. Parce que nous assistons à une redistribution totale de la carte géopolitique du monde. Et cette redistribution va durer des années. Et pour moi, les conséquences sont encore incalculables, notamment pour la place de la Chine dans le monde. Parce qu'on a bien vu que la Chine a hésité, faut-il pencher du côté russe ou rester neutre ? Donc dans un premier temps, ils sont restés neutres, puis on a bien vu que la propagande russe s'étale à longueur de page dans tous les médias officiels chinois. Donc la population chinoise ne voit que la propagande russe. Et en même temps, M. Xi Jinping et tous ses sbires autour de lui savent très bien que si la Chine prend vraiment le parti de la Russie, les sanctions qui sont appliquées à la Russie prendront pour cible la Chine au plus mauvais moment pour l'économie chinoise. Et ces sanctions rendraient l'économie chinoise à genoux. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est la deuxième puissance économique du monde. On sait que peut-être ça ne sera plus le cas dans quelques temps. Mais donc, ils réfléchissent. Et en filigrane, il y a Taïwan. Tout à l'heure, vous avez cité Taïwan. Est-ce que Taïwan est l'Ukraine ? Ça n'a rien à voir. Rien. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Taïwan, c'est un verrou stratégique essentiel pour toute la région. Et c'est la raison pour laquelle M. Joe Biden a dit il y a quelques jours que si la Chine s'aventure à lancer l'assaut contre Taïwan, les États-Unis interviendront sur le plan militaire. Mais là, ils iront avec la stratégie... voilà, d'ambiguïté stratégique. Et ce n'était pas du tout une gaffe. Certainement pas. Il ne faut pas s'y méprendre, parce que c'est la troisième fois qu'il le dit. Donc il y a un message. Il y a un message très clair à l'égard de M. Xi Jinping. Faites attention. Et il corrige ce qu'il avait fait pour l'Ukraine, où au début, il est dit que jamais on interviendrait sur l'Ukraine. Exactement. Laure ? Oui. Difficile d'enchaîner derrière. 3 mois après, quel panorama en Ukraine ? On a un premier dessin du dessinateur néerlandais Joep Bertrams qui nous propose ce portrait surréaliste de Poutine qui, malgré tout, persiste et avance malgré les sanctions, malgré les échecs militaires et malgré la valeureuse résistance ukrainienne. Il a toujours un style surréaliste et c'est des dessins qui n'ont jamais de texte, enfin si ce n'est au cas où le titre, il y a marqué prothèse, au cas où on n'aurait pas reconnu ces bonbonnes de gaz prothèse. Donc c'est voilà une contraction comme ça. Je pense qu'on peut rire sans pleurer. Oui, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Un deuxième dessin du dessinateur cubain Ramsès. Alors là, tout le monde l'aura aussi reconnu, c'est le portrait de Zelensky, cette figure désormais un peu mythique et symbolique de la résistance. Il est intervenu, on l'a dit, cette semaine à Davos pour demander de l'aide parce qu'il sait quand même que sa victoire dépend en grande partie de l'aide occidentale. Donc voilà, un hommage. On voit quand même que le fauteuil derrière est criblé de balles, qu'il a les yeux cernés. Qu'il résiste certes, mais combien de temps cela va tenir, c'est toute la question. Il est bien mieux coiffé et rasé que ça, en vrai. Ah oui, l'image est souvent très soignée. C'est possible, oui, c'est possible. Enfin, on lui sent quand même, elle est très fatiguée. Et puis, un troisième dessin sur, évidemment, les victimes et les réfugiés de ces guerres, de ces 3 mois de guerre, qui, bien que mieux accueillis que d'autres réfugiés, connaissent quand même, pour ceux qui n'ont pas péri sous les bombes, les méandres de l'exil et les douleurs de l'exil. Et on a ce très beau dessin de Tjeerd Royaerts, des Pays-Bas aussi, qui nous le résume en quelques touches. Merci Laure. On a encore un tout petit peu de temps. Je voudrais vous faire réagir tous les 4 sur une actualité française. Maintenant, sur les accusations de viol et de violences sexuelles portées à l'encontre de Damien Abad, le ministre français des Solidarités. 2 femmes accusent l'homme politique. Une d'entre elles a vu son témoignage anonyme transmis au parquet de Paris, mais la justice n'a pas ouvert d'enquête pour l'instant, faute d'éléments permettant d'identifier la victime des faits dénoncés.
faute de possibilité de procéder donc à son audition. Voilà pour la déclaration du parquet. On ne va pas commenter une enquête qui n'a pas été lancée, mais je voudrais votre avis sur cette affaire qui a donc fait réagir la classe politique énormément tout au long de cette semaine. D'abord, est-ce qu'on est face maintenant à une sorte de tribunal médiatique qui précède à la justice? Je vous pose la question parce que Damien Abad a été contraint de s'expliquer cette semaine, non pas sur le fait qu'il rejetait ces accusations, mais que son handicap ne lui aurait pas permis de contraindre une femme à avoir un rapport sexuel. On en est là aujourd'hui dans la vie politique française à devoir expliquer son intimité, son handicap. Pierre-Antoine Donnet, vous voulez réagir? Moi, je crois que c'est vrai que la justice doit passer, mais l'écho qu'en donnent les médias est très important. Je citerai juste 2 cas, celui de Patrick Poivre d'Arvor et de Nicolas Hulot. Eh bien, c'était confondant. Ces femmes, elles ont parlé. Il faut écouter la parole des femmes. Parfois, effectivement, on ne sait pas très bien où elles veulent en venir. Mais dans la majorité des cas, on sait ce qu'elles ont vécu, on le voit, on le sent. Donc voilà, à mon avis... Mais là, justement, il y a eu des manifestations de féministes qui appellent à la démission du ministre. Est-ce qu'à partir du moment où il y a une soupçon, il faut c'est là qu'on contraindre un homme à démissionner? Là, on rentre dans quelque chose de très compliqué, parce qu'il y a la justice, avec la présomption d'innocence, et la politique. Damien Abad était la principale prise de guerre sur le républicain d'Emmanuel Macron après la présidentielle. Disons que les faits a un peu fait pchit. On ne parle que de cette affaire. Ensuite, la politique, c'est qu'effectivement, un homme politique, surtout sur ce genre d'affaires, dans la situation actuelle, doit être au-dessus de tout soupçon. Et la situation actuelle, pardon, juste Marc Simo, je précise, à quelques semaines maintenant, à peine des législatives. Des législatives. Voilà. C'est aussi pour ça que cette affaire a son importance. C'est que Emmanuel Macron a beaucoup changé là-dessus. Au tout début de son précédent quinquennat, sur la simple soupçon d'une ouverture d'une enquête à propos du MoDem au Parlement européen, François Bayrou, alors garde des Sceaux avait démissionné. Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard ont été mis en dehors du gouvernement. Ensuite, il s'est mis sur une ligne beaucoup plus dure, de genre ce n'est pas à la justice, ce n'est pas aux journalistes ou à l'opinion d'être le tribunal. Voilà, donc il y a quand même eu une évolution. Alors là, on peut dire, d'une certaine façon, les élections vont servir un peu de solution. C'est-à-dire, où il n'est pas réélu, il doit quitter le gouvernement, puisque Emmanuel Macron a dit clairement... Où il est élu, et finalement... Où il est élu, ça lui redonne une légitimité, mais ça ne clôt pas cette affaire. Virginie ? Peut-être qu'au-delà du cas de Damien Abad, ce qu'on peut peut-être observer aujourd'hui, c'est finalement comment les partis politiques commencent à prendre en compte et mesurent l'ampleur du problème. Par exemple, chez Europe Écologie Les Verts, ils ont été touchés, entre guillemets, par l'affaire Denis Baupin il y a 6 ans. Et donc, depuis, ils ont quand même bien travaillé sur le sujet et ils ont mis en place une commission qui était d'abord au début une commission d'écoute. Et aujourd'hui, c'est une commission d'enquête et de sanctions. C'est-à-dire que chez eux, quand ils sont saisis d'une plainte, ça va être investigué par une personne qui ne sera pas de la même région, qui va pouvoir parler, échanger, et après ils vont voir s'il va devoir y avoir sanction ou pas. La France Insoumise a commencé à faire la même chose. Le Parti Socialiste semble aussi aujourd'hui s'en inspirer. À La République En Marche, c'est pas encore tout à fait aussi abouti. Il y a une plateforme sur laquelle les faits de violence, de harcèlement sexuel peuvent remonter. Et chez les Républicains, c'est pas encore tout à fait au point. Et quant à l'extrême droite, Rassemblement National et Zemmour, ça n'existe encore, pour ainsi dire, pas du tout. Voilà, ces cas-là. Laure ? 2 dessins sur cette affaire très, très, très embarrassante, c'est le moins qu'on puisse dire. Un dessin de Mr. T qui est assez bien vu. Il arrive. Voilà. Abad bientôt la chute. Pas d'urgence. Vous aurez reconnu évidemment Monsieur Darmanin juste derrière. Il faut faire effectivement attention à l'effet de domino. On comprendrait pourquoi Monsieur Darmanin ne soit pas très pressé d'en découdre. Et puis pour terminer, un petit pas de côté avec un dessin de Urbs que je trouve très très drôle et qui est décalé pour quand même terminer sur un peu de détente. L'affaire Abad énerve les Français. Et on a là ce couple de Français qui se dit on ne donnera pas au prochain Téléthon. Voilà, ça mange pas de pain, mais vive l'humour potache de Urbs. Et au moins libre de s'exprimer. Merci beaucoup, Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, Virginie Pironon, rédactrice en chef à France Info, Marc Semo pour Le Monde diplomatique, et puis Pierre-Antoine Donnet. Un grand merci
à tous les quatre. Merci à vous de votre attention. Restez avec nous sur France 24, l'information continue.